parler, bien sûr, de la maladie d'Alzheimer. Alors, est-ce que tout ça marche? Oui. Oui. Alors, ce qu'on va essayer de voir, oui, Philippe Aumiel. Ce qu'on va essayer de voir, c'est un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le domaine, parce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas. Alors à juste titre, ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse trouver un traitement qui fait que chez son pharmacien, on prend quelques comprimés et puis le problème disparaît. Ça va être beaucoup plus compliqué, on s'en rend compte, pour tout un tas de raisons. Le cerveau, c'est l'organe le plus compliqué. Mais il faut reconnaître que depuis 10 ans, on a fait des progrès dans la compréhension qui vont nous permettre d'avancer plus vite. Le début, ça commence par des questions. On s'en pose tous. C'est banal. On a oublié ses clés, on ne sait plus où on les a mises. Alors, passé 50 avec la presbytie, on ne sait plus où on a mis ses lunettes. On ne sait plus où on a laissé sa voiture, dans les grands parkings de la grande distribution absolument gigantesques. Mais ça nous arrive à tous. C'est de plus en plus fréquent, surtout quand on passe la quarantaine. C'est essentiellement lié au manque d'attention, au vieillissement de notre cerveau. C'est tout à fait normal. Et puis, on peut évoluer et se poser d'autres questions. Plus compliquées, là, plus gênantes. On ne sait plus quel jour on est, on ne sait plus quel mois on est, on ne se souvient plus de son adresse. Et là, il commence à y avoir une réelle gêne. Tout à l'heure, c'était un agacement, maintenant, c'est une gêne. Et à partir de ce stade, on commence à se poser des questions sérieuses, puisque cette gêne est telle qu'elle va nous amener, soit nous-mêmes, soit notre environnement proche, à nous dire il faudrait peut-être que tu ailles voir un médecin, il faudrait peut-être que tu prennes une consultation, que tu demandes un avis. Et alors le médecin, ce qu'il va rechercher, c'est un certain nombre de symptômes. La maladie d'Alzheimer, c'est une série de symptômes au départ, de symptômes cliniques, avec ce qu'on appelle un syndrome démentiel. Alors, une petite parenthèse sur le terme démence en France. Dans le monde entier, quand on parle de maladie d'Alzheimer, on parle de démence. Et en France, on n'emploie pas ce terme, essentiellement pour une raison de connotation du sens lié au mot dément. On est beaucoup plus proche de la folie, on est beaucoup plus proche de troubles de ce type-là. Donc du coup, en France, on est un des rares pays, peut-être avec un ou deux autres pays européens, à ne pas utiliser le terme démence. Alors on peut l'utiliser, bien sûr, mais chaque fois que j'utilise dans une conférence, France Alzheimer me tombe dessus. À juste titre, je pense qu'en France, il y a une certaine connotation. C'est pour ça qu'on dit plutôt maladie d'Alzheimer et maladie apparentée. Donc, le syndrome démentiel, alors ça c'est une entité clinique, même si on ne qualifie pas les patients de sujets déments, qui va associer des troubles de la mémoire. Troubles de la mémoire essentiellement des faits récents. On a plusieurs mémoires. Quand vous montez sur un vélo et que vous ne vous posez pas de questions pour pédaler, vous avez un certain type de mémoire qui vous permet de vous en souvenir. Quand vous vous rappelez les bons moments que vous avez passés dans votre vie, là encore, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique, des épisodes de votre vie, c'est un autre type de mémoire. Vous avez une mémoire qui nous sert à chaque instant, qui vous sert actuellement pendant que vous m'écoutez, qu'est-ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est la mémoire avec laquelle vous interagissez, vous fonctionnez. Dans le cadre d'un syndrome démentiel, c'est cette mémoire qui va être touchée en premier. C'est-à-dire la sensation de ne plus savoir ce que l'on faisait à l'instant. Ça peut vous arriver, ça peut être un simple trouble de l'attention, mais quand ça se répète, d'oublier un nom, d'oublier un terme, de reposer plusieurs fois la même question. Donc cette mémoire qui nous fait interagir entre nous en permanence, la mémoire de travail, commence à défaillir. Les autres signes sont des troubles de l'orientation. On ne sait plus réellement où on se situe dans le temps et dans l'espace. On ne sait plus quel jour on est, on ne sait plus où on est, on ne sait plus dans quelle salle on se trouve, même chez soi, on ne sait plus si on est dans la cuisine ou dans le salon. Il existe encore un autre type de signes, alors qu'on connaît moins, mais qui sont relativement fréquents en début de maladie, ce qu'on appelle les troubles des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est les fonctions, c'est l'exécution des tâches simples de la vie. Alors simple, ça peut aller très loin. Je vais prendre un exemple. Quand vous avez un téléphone portable, ou un téléphone mobile, ou un four à micro-ondes, le téléphone, vous savez à quoi ça sert, vous savez vous en servir, vous ne posez pas de questions. Vous appelez la personne qui vous intéresse. Quand vous avez votre four à micro-ondes, vous n'avez pas de questions, vous le mettez dedans, c'est super simple, vous le lancez et ça chauffe. Quand on commence à regarder son téléphone, à se dire tiens oui c'est un téléphone, ça me sert à appeler, mais que tout d'un coup on ne sait plus comment s'en servir pour appeler, ça c'est un trouble de la fonction exécutive.
Quand vous êtes devant votre four à micro-ondes, vous arrivez, vous voulez vous faire chauffer votre plat, et puis tout d'un coup, vous ne savez plus, tiens, il y a 2 boutons sur lesquels je dois appuyer. Voilà. Ça, c'est des petits troubles de la fonction exécutive, qui sont aussi des signes précoces de la maladie. Et puis le dernier point, le dernier des troubles, sont les troubles du comportement. Et généralement, ça se traduit par un changement de comportement. Quelqu'un qui a toujours été calme, doux, qui se posait pas de questions, d'un coup devient excessif, soupolé, fait des colères. Et ça, c'est ce qui trouble le plus souvent les familles, parce que c'est un réel changement perceptible du comportement. Autant on peut comprendre un oubli, on engueule les gens, mais comment tu t'en souviens pas. Autant sur un trouble du comportement, c'est plus difficile à vivre. Une fois qu'on a identifié ces différents troubles, alors ils peuvent être seuls, ils peuvent être associés, ils vont créer une gêne sociale. Et cette gêne sociale va nécessiter au plus vite une consultation. Alors, c'est difficile de faire un diagnostic d'un trouble de la mémoire, parce qu'on a des tas de raisons d'oublier, simplement parce que ça ne vous intéresse pas, vous oubliez ce qui vous intéresse. Heureusement qu'on ne retient pas tout. On a des fantasmes de tout retenir, mais ce serait invivable. Avec les milliers d'informations qu'on a en permanence, notre cerveau trie automatiquement. Là, par exemple, dans quelques minutes, vous allez vous assoupir, vous n'allez pas faire attention à ce que je vais dire. C'est tout à fait normal, puis vous allez revenir dans la course. Bon, je vais vous réveiller un petit peu. Donc, c'est normal, c'est votre cerveau qui travaille, c'est du pilotage automatique, ça se passe très bien. Donc, l'idée là-dessus, c'est que quand ce trouble survient, il faut derrière poser un diagnostic. Difficile à faire, donc on a créé en France, et ça c'est une particularité française, ce qu'on appelle des centres de référence ou des centres mémoire, des cliniques de la mémoire. L'intérêt dans ces cliniques, ce sont des professionnels qui sont habitués, qui ne font que ça, qui ne travaillent que sur les troubles de la mémoire. Il y en a à peu près 400 en France, et 26 dans chacun des grands centres hospitaliers universitaires, les CHU, qui eux sont des centres de référence qui traitent souvent les cas les plus compliqués. Et l'intérêt, c'est de faire, une fois qu'on a cette gêne, le diagnostic le plus vite possible. Il faut répondre à la question. D'abord, est-ce que c'est un vrai problème de mémoire? Est-ce que ce n'est pas un trouble de l'attention? Parce que votre compagnon qui vous accompagne et qui dit bah voilà, il ne se souvient plus de rien, peut-être que c'est votre compagnon qui ne vous intéresse plus et que vous n'avez pas envie de vous souvenir de ce qu'il vous raconte. Bon, difficile à dire, donc on va traiter ça chez le médecin. Ça peut être aussi une dépression. Une dépression, ça entraîne un désintérêt d'un grand nombre de choses. Quand vous n'êtes pas intéressé par les choses, vous ne les retenez pas, vous les oubliez. Donc il y a des choses qu'on peut éliminer ainsi, et il est important de faire ce diagnostic pour résoudre le problème très rapidement. À côté de ça, il existe bien sûr, malheureusement, des cas où on a vraiment affaire à un début de maladie d'Alzheimer. Et là encore, il est important de le savoir tôt pour plusieurs raisons. Quand par exemple, vous avez des troubles du comportement qui sont prédominants, étonnamment, quand on explique à la famille et à l'entourage que finalement la personne qui nous ont amenés n'a pas changé, n'a pas comme ça brutalement décidé d'avoir son changement de caractère, mais que c'est associé à une maladie, l'acceptation se fait un peu plus. Bien sûr, c'est une nouvelle terrible, mais l'acceptation se fait un peu plus. Puis dernier point, c'est une maladie, une fois qu'on va la diagnostiquer, qui va évoluer extrêmement lentement. Et ce temps qu'on a généralement l'habitude un peu d'ignorer, puisqu'il y a toute une phase de déni là-dessus, le fait d'avoir ce diagnostic va aider à s'organiser beaucoup plus tôt. S'organiser sa vie quotidienne, organiser son avenir, organiser l'avenir de ses enfants et de son entourage. Donc ce sont les 3 raisons qui font qu'aujourd'hui, bien que nous n'ayons pas de traitement, on y reviendra, le diagnostic le plus précoce possible est quelque chose d'important. Tout ça démarre au centre du cerveau, dans une petite région. Alors, je sais pas si vous voyez mon pointeur là, c'est bon. Au centre du cerveau, une petite région là qu'on voit en rouge. Quand vous la redressez, ça ressemble à ce petit animal de mer qu'on appelle l'hippocampe, dans lequel vont se croiser un certain nombre de neurones, de réseaux qui sont impliqués dans le fonctionnement de la mémoire. Et en particulier de la mémoire dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qui est la mémoire de travail. C'est la première zone du cerveau qui est touchée par un certain nombre d'anomalies qu'on va voir dans quelques instants. Et donc, les premiers symptômes vont apparaître. On peut même visualiser avec l'imagerie aujourd'hui, de ce qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique, cette région de manière très précise et même en calculer la taille. Et on s'est rendu compte que, avec le temps, les gens qui vont avoir une maladie d'Alzheimer vont avoir un hippocampe un peu plus petit. Et étonnamment, on s'est aperçu... Voilà, on s'est aperçu que des gens qui sont stressés, par exemple, vont avoir une hippocampe un peu plus petite.
Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant un certain temps, le fait de calmer son stress, de supprimer son stress, va amener une stabilisation de la taille de l'hippocampe et parfois même une réaugmentation de sa taille. Donc tout n'est pas perdu à ce niveau-là, même au niveau de l'hippocampe. Alors, dans cet hippocampe vont apparaître deux types de lésions. La première lésion, c'est ce qu'on appelle la plaque amyloïde. Alors c'est intéressant de voir en fait d'où ça vient, parce qu'il faut savoir qu'en 1906, quand ça a été décrit pour la première fois par Alois Alzheimer, c'était exactement la même chose. Lui, il a regardé avec son micro. Alois Alzheimer, il a vu une personne, alors il n'appelait pas ça encore un trouble démentiel, on appelait ça la folie, on appelait ça le gâtisme à l'époque. Donc une personne rentre, et puis comme c'est un anatomopathologiste, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à décrire ce qui se passe dans nos tissus, pas une fois que les gens sont morts malheureusement, Alois Alzheimer ouvre le cerveau et regarde dans le cerveau et observe des plaques, comme ça. Il appelle ça amyloïdes. Au début, il les a appelées miliaires parce que, comme le disait Patrick il y a quelques instants, en 1906, ce qui tuait le plus, c'était la tuberculose. Donc tous les gens avaient ce modèle d'imagerie, d'image des tissus pulmonaires abîmés de la tuberculose avec des plaques miliaires, des plaques de bacilles et d'accumulation de fibrines. Il a dit, tiens, c'est la même chose, ça y ressemble beaucoup. Et puis, il a vu aussi qu'un certain nombre de neurones étaient abîmés, ils étaient tout petits, tout noirs et tout rabougris, ils n'avaient pas ces grands prolongements qu'on voit. Et il appelait ça des dégénérescences neurofibrillaires. Il a donc décrit un premier syndrome auquel il a donné son nom, avec un syndrome démentiel et ces deux types de lésions. Aujourd'hui, diagnostic de certitude, ça reste encore ça. Mais on a bien progressé, heureusement. Donc les premières lésions, en particulier les plaques, vont commencer à apparaître dans notre cerveau. Puis ensuite, les neurones vont mourir. Et ça va toucher en premier l'hippocampe et se diffuser avec le temps à l'ensemble du cerveau. Alors, la maladie d'Alzheimer, il en existe deux formes. Une forme très rare, qui fait partie d'ailleurs de ce qu'on appelle les maladies rares, moins de 10 000 cas recensés dans un pays comme la France, et des formes fréquentes, qui est celle dont on parle en général. Alors, la forme rare, on n'en parlera pas ce soir, mais c'est juste pour vous la signaler, parce qu'on a toujours l'impression que la maladie d'Alzheimer est une maladie de la personne âgée. Il existe des jeunes, 30, 40, 50 ans, qui développent de véritables maladies d'Alzheimer. Et là, on ne s'y attend pas, parce qu'on attend de voir ça chez une personne de plus de 70 ans. Et surtout, on a énormément de difficultés à les prendre en charge, parce que c'est des gens qui ont une vie sociale, une activité sociale, des enfants en bas âge, des relations professionnelles et amicales, et il faut absolument maintenir ça le plus longtemps possible. Mais on en reparlera, vous verrez quand même un tout petit peu. Alors c'est très rare, c'est moins de 2% des cas, de l'ensemble des cas de maladie d'Alzheimer. Et la plupart du temps, une fois sur deux, quasiment, probablement dans les autres cas on ne le trouve pas, c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet de génération en génération. On dit qu'elle est dominante parce que dans chaque génération, chaque membre de la famille a une chance sur deux de faire la maladie, ce qui est énorme, un risque très important. Dans certains cas, on a détecté par la génétique les mutations. Mutation présente, personne malade. Mutation absente, personne non malade. Et vous verrez que ça va nous aider dans les recherches qu'on va voir dans quelques instants. La deuxième forme, la plus fréquente, c'est celle qui commence tardivement, en général après 65 ans, c'est la majorité des cas. Alors on l'a dit sporadique parce que les cas apparaissent de ci, de là. Il y a parfois quelques cas qui s'accumulent dans les familles, mais la maladie est tellement fréquente que le fait de savoir s'il y a un vrai lien ou pas reste relativement difficile à faire. Et surtout, il existe apparemment une susceptibilité individuelle. Alors il faut savoir que dans mon équipe, c'est là-dessus qu'on travaille. On a identifié ce qui définit cette susceptibilité. On a tous des susceptibilités pour quelque chose. Par exemple, il y en a qui aiment bien le chocolat, voilà, une susceptibilité pour le chocolat. Il y en a qui font plus souvent des rhumes. Pourquoi ? Parce que leur système immunitaire est un peu plus fragile. Et tout ça est inscrit à des formes diverses dans notre patrimoine génétique. Et la façon dont l'environnement va venir interagir avec nous tout au long de notre vie, en fonction de ce qui est inscrit dans notre patrimoine génétique, eh bien on va développer ou pas la maladie, même si on est susceptible. Donc vraiment, ces formes sporadiques sont des formes qui dépendent à la fois de la capacité qu'on a à les faire, il y en a malheureusement qui vont avoir plus de risques de les faire que d'autres, mais également de ce à quoi notre vie va être confrontée, à quel facteur d'environnement on va être confronté. Ça, c'est pour définir ce qu'est la maladie. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est un peu comment cette maladie évolue. Vous avez vu là le dernier sondage, il y a déjà eu un premier sondage qui avait été fait en 2015 qui montrait que après le cancer, la maladie d'Alzheimer était la maladie que craignaient le plus les Français, même avant le sida. Et donc ça a été reconfirmé, une nouvelle étude a montré que c'était vraiment la grande crainte actuellement. Donc il est important de comprendre un peu comment tout ça évolue et pourquoi ce genre de choses apparaît. Alors en général, on a l'habitude de vous dire qu'il y a des millions de cas, des ceci, des cela, en 2030 ça va être terrible, etc. C'est vrai. Mais
vous comme moi, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer en 2030 ou en 2040. Et puis les chiffres en millions, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc j'ai fait le système inverse. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire des statistiques à ce niveau-là, l'idée c'était de dire en 2010, quand on sera en 2015, en 2020, en 2017, en 2018, c'est de se dire, voilà, on va avoir tant de cas. Donc j'ai fait le système inverse, c'est-à-dire j'ai regardé le nombre de cas auxquels on s'attendait dans le monde en 2010, et puis j'ai regardé comment il est maintenant. Donc en 2010, quand je faisais cette même conférence, avec moins d'informations, certes, je disais que voilà, plutôt quand je disais, en 2010, il y aura 35 millions, il y a 35 millions de malades. Alors là, je les ai distribués, vous allez comprendre pourquoi. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire ici avec la lumière. Ici, c'est les pays à très bas niveau de revenus. Ici, c'est les pays à moyen-bas niveau de revenus, à moyen niveau de revenus, à haut niveau de revenus. Un pays à haut niveau de revenus, c'est la France, les États-Unis, le Royaume-Uni. Un niveau à très bas niveau de revenus, c'est un pays comme l'Afrique. Donc vous voyez que le nombre des cas dans notre pays est important, mais il est également important en Afrique. Il est également dans les lots et les bas et moyens niveaux de revenus qui sont des pays comme le Brésil, comme la Russie. Et vous voyez que dans ceux qui sont à haut moyen, comme la Chine, ils sont également élevés. Ça, c'était en 2010, 35 millions de malades. En 2015, 5 ans après, 46 millions de malades, 10 millions de plus. Et vous voyez que les augmentations se font, certes, ici, si je reviens, vous voyez, petite augmentation, mais l'augmentation la plus forte, elle est dans les pays à moyen, bas niveau de revenus. Brésil, Russie, Chine, Inde. Si on regarde les coûts de la maladie d'Alzheimer, finalement, la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de traitement. Donc ce n'est pas ça qui va ruiner la sécurité sociale. En revanche, il y a une charge extrêmement lourde de prise en charge non médicamenteuse. Donc on a essayé de mesurer les coûts que représentait cette prise en charge non médicamenteuse. Vous avez en bleu la tout fin. Alors, vous avez vu que la répartition des maladies était commencée à se développer de manière importante dans les pays à moyen bas niveau de revenus. Mais dans ces pays-là, les structures de prise en charge sanitaire sont extrêmement faibles. Donc il y a grosso modo pas beaucoup de dépenses dans ce champ-là. Les dépenses sont essentiellement dans les pays comme les nôtres à haut niveau de revenus. Vous voyez ici que dans ces pays-là, en bleu, c'est le coût médical direct. Alors certes, il n'y a pas de traitement contre la maladie, mais ces gens malheureusement sont plus souvent malades, donc on doit les prendre plus souvent en charge. Vous avez ensuite les coûts directs du secteur social, la mise dans une maison de retraite, dans une maison médicalisée spécialisée. Et puis ce que l'on a appelé ici en gris les coûts informels, qui font que des gens, des proches, vont se dévouer à ces personnes, les aider dans leur vie quotidienne, faire en sorte qu'elles soient institutionnalisées le plus tard possible, et un coût est estimé à ce niveau-là. Donc vous voyez que ça, aujourd'hui, en 2010, on avait estimé l'ensemble de ces coûts sur la planète à 604 milliards de dollars. C'est quasiment 1% du PIB mondial. En 2015, qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez que ces coûts ont continué à augmenter. On est à 818 milliards de dollars. Et si on regarde comment tout ça va évoluer, entre 2015 à 818 millions de dollars et 2030, vous voyez qu'il y a une augmentation massive. 2018, on sera à 1000 milliards de dollars, 1 trillion, et en 2030, à 2000 milliards de dollars. Donc des coûts absolument faramineux qui pourraient emboliser nos sociétés sur le plan économique. Du coup, pourquoi cette évolution ? Pour une raison qui est très simple, c'est que le facteur le plus déterminant de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus notre risque augmente. Ici, vous avez le risque de faire une maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire la prévalence, nombre de cas de maladie d'Alzheimer en fonction de l'âge, et ce, dans différents pays. La Chine, le Royaume-Uni, l'Asie, les pays d'Asie du Sud-Est, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique latine, Asie-Pacifique, et vous voyez que dans tous les cas, les courbes sont parallèles, l'augmentation après 75 ans est quasiment exponentielle. 85 ans, si vous prenez un pays ici comme l'Asie-Pacifique ou l'Europe de l'Ouest, on est entre 30 et 40% de fréquence de cette maladie au-delà de 89 ans. Donc c'est ça qui explique massivement cette augmentation. Alors quand on regarde le vieillissement de la population mondiale, quand vous prenez un pays comme l'Indonésie, si vous avez la chance d'aller là-bas, ça reste quand même des populations qui sont jeunes,
Ça, c'est les États-Unis en ce moment, ça c'est en 2015. Alors vous voyez la différence entre les deux courbes, on appelle ça une pyramide des âges. Vous avez les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et ensuite, les gens classés en fonction des tranches d'âge, des plus jeunes aux plus vieux. Plus vous avez de jeunes, plus vous avez une pyramide des âges en forme de pyramide. Plus ces populations sont vieilles, plus vous avez une pyramide qui ressemble à un rectangle ou à un cylindre. Donc ça, c'est en 2015, et quand on fait la projection en 2050, vous voyez que la pyramide indonésienne devient un cylindre, et que là, le cylindre continue à se prolonger aux États-Unis. Donc pourquoi cette augmentation en particulier dans ces pays? Parce que ces pays voient leur espérance de vie et leur vieillissement, comme nous-mêmes, augmenter de manière importante. Et comme c'est directement proportionnel, on voit une augmentation du nombre des cas. Ça, c'est la distribution dans le monde entier du nombre de cas par zone continentale. Vous voyez qu'au total, c'est 48 millions, c'est le chiffre que je vous ai donné, 2015 actuellement. Quand on regarde ce qui va se passer en 2050, ça va être 135 millions. Et vous voyez que les pays qui augmentent le plus, ici, c'est les pays du bloc asiatique. Chez qui c'est une vraie grosse question, comme chez nous d'ailleurs, mais la progression fulgurante de leur espérance de vie, le fait qu'un pays comme la Chine, c'est 1 milliard de personnes, un pays comme l'Inde, c'est 1 milliard 200 000 personnes, vous voyez que des chiffres appliqués à ces tailles de des pourcentages appliqués à ces tailles de population font un nombre de cas absolument gigantesque. Revenons en France, pour voir un peu comment ça se passe en France. Là, j'ai mis 2 chiffres à titre de comparaison. Alors les démences, j'aurais dû corriger, excusez-moi, verrez dans la presse, c'est corrigé. Les démences, c'est-à-dire les maladies d'Alzheimer, on va dire et apparentées. Âge de début 65 ans, on estime qu'il y en a 900 000 en France actuellement. J'ai pris une autre maladie neurodégénérative, qu'on est maladie de Parkinson, 150 000 cas, âge de début plus jeune. Donc une différence importante, et vous voyez que ça reste aujourd'hui, et c'est aujourd'hui la maladie neurologique la plus fréquente. Un autre élément qui est intéressant, c'est est-ce que le risque, c'est-à-dire la prévalence, varie suivant les pays en Europe et dans le monde. Donc on a pris comme référence ici l'Italie. On a dit, l'Italie, cet effectif, ça fait 1. Et on a mis, au-dessus de l'Italie, chacun des autres pays. Vous avez ici le Portugal. Donc quand vous mettez le nombre de cas de cette prévalence, enfin le taux de prévalence du Portugal sur celui d'Italie, vous trouvez un chiffre inférieur à 1. C'est-à-dire qu'au Portugal, le nombre de cas est plus faible qu'en Italie. Quand vous regardez la Suisse, pareil. Vous voyez même qu'au Royaume-Uni, les niveaux sont plus bas. Et celui qui est tout en haut de l'échelle, c'est la France, 1,93. Donc au total, proportionnellement de notre population, on a un risque qui est plus important. Alors c'est relatif, rien à voir avec le risque que vous avez trouvé en Chine ou ailleurs, mais par rapport aux autres pays européens, là on a un petit effet qui n'est pas négligeable. Alors ce que j'ai voulu regarder aussi, c'est l'impact régional. Parce que vous savez que maintenant, on a une belle grande région, qu'on appelle les Hauts-de-France. Et j'ai donc demandé à l'INSEE leurs statistiques de projection de population, puis j'ai appliqué les chiffres en fonction des tranches d'âge et les taux qu'on trouve partout dans le monde, et voilà ce que ça donne. Les plus de 65 ans dans les Hauts-de-France, d'abord, c'est la population cible, vous les avez 2007, 2012, 2017, je les ai calculés jusqu'en 2042. Bon, ils font des projections, il n'y a pas de problème, surtout qu'en plus, notre population est assez stable, donc on a des chiffres qui sont assez précis là-dessus. Ça, c'est en 2007, 2012, 2017. Voilà, ça c'est aujourd'hui. Il y a un peu plus de 600 000 femmes qui ont plus de 65 ans, un peu plus de 400 000 hommes qui ont plus de 65 ans. Et vous voyez que ce chiffre va augmenter. Heureusement, on vit plus longtemps dans notre région également. Tant mieux. Et vous voyez qu'en 2042, on va avoir plus de 850 000 femmes de plus de 65 ans et plus de 600 000 hommes de plus de 65 ans. Donc, comme tout à l'heure, ces chiffres augmentent, c'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est que proportionnellement, il y aura plus de patients. Ça, c'est l'évolution maintenant des patients calculés. Ça, c'est les effectifs qu'on avait en 2007, c'est-à-dire environ un peu moins de 20 000 cas chez les hommes, un peu plus de 40 000 cas chez les femmes, et vous voyez que ça a tendance à augmenter. Si on revient ici en 2017, à peu près 52 000 femmes atteintes, 23 000, 24 000 hommes. Ça s'explique essentiellement par l'espérance de vie qui est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Alors, on regarde toujours s'il y a des effets, on va dire, différents du sexe. Nous, en tant qu'épidémiologistes, on n'a jamais trouvé. Quand on ajuste sur toutes ces choses-là, qu'on fait comme si tout était égal par ailleurs, le risque, il est le même. Oui, mais les femmes vivent un petit peu plus longtemps, même beaucoup plus longtemps. Et vous voyez que cet effectif va augmenter.
Et donc on n'est pas à l'abri. Ça veut dire que dans notre région, 85 000 femmes et 41 000 hommes, on va arriver à plus de 120 000 patients dans la région. Ce qui est énorme. Voilà les effectifs. Recalculés. Population totale. 2037, je me suis arrêté à 2037, j'avais plus de place sur la diapo. 1 426 000 et 114 000 patients atteints de maladie d'Alzheimer et apparentés. Alors il faut qu'on essaie de trouver quelque chose pour faire ça. Parce que, on va avoir à faire face à cette épidémie. On peut appeler ça une épidémie. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre, pour faire de la recherche. Alors on peut avoir de la chance, on teste les poudres de perlimpinpin, tout ce qui vous tombe sur la main, on fait des tas d'expériences totalement non éthiques, et on trouve jamais rien. D'accord ? Il faut être clair là-dessus. Aujourd'hui, ce qui permet d'avancer dans des maladies aussi complexes, c'est la recherche. Une recherche systématique qui va comprendre comment fonctionne cette maladie. Sauf qu'on a un problème là. C'est que ça touche le cerveau, c'est l'organe le plus compliqué du corps humain. Donc il faut déjà qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc il y a du travail de base important à faire. Deuxième gros problème, on va y revenir, c'est une maladie, pas comme une maladie infectieuse. Vous attrapez le virus, la bactérie, elle est là à un moment donné, vous n'avez pas nécessairement, par cas particulier, toute votre vie, donc vous ciblez l'ennemi tout de suite. Là, on ne sait pas vraiment quand ça commence, ça dure plusieurs dizaines d'années, on ne sait pas quand vous avez démarré, on ne sait pas combien de temps ça dure, donc on manque d'informations sur l'histoire naturelle de la maladie. Si vous voulez faire un essai clinique sur une maladie qui dure plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire tester de nouveaux médicaments pour voir si ça a un effet, vous n'allez pas pouvoir faire ça en 6 mois. Il va vous falloir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il va falloir s'adapter à la maladie. Autre point, j'ai l'habitude de dire que pour trouver en médecine, il faut 2 choses. Il faut des cerveaux, c'est-à-dire des chercheurs, et de l'argent. Si vous avez un grand nombre de cerveaux et beaucoup d'argent, vous finirez par trouver très vite. Meilleur exemple, c'est le sida, les immunologistes et la levée de fonds qu'il y a eu sur cette maladie. En 15 ans, 20 ans, on a transformé le sida en une maladie aiguë mortelle, en une maladie chronique. Donc, ce qu'il faudrait, compte tenu de l'enjeu aujourd'hui, c'est investir. Pour vous donner une idée, les financements de la recherche, investis en recherche sur la maladie d'Alzheimer, sont 10 fois inférieurs à ceux du cancer. Et peu de gouvernements, à part la France à certains moments, les États-Unis, ont investi de manière significative. Ce qui a d'ailleurs permis d'obtenir les avancées qu'on va voir dans quelques instants. Deuxième point, les cerveaux. 10 fois moins de chercheurs dans ce domaine que dans le domaine du cancer ou de l'immunologie. Donc, on a encore beaucoup de travail pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, des hypothèses, je ne vais pas rentrer dans ces détails, il y en a beaucoup. Il y en a une en particulier, qui est une espèce qu'on appelle ça de phénomène qui agissent en cascade. Ça commence avec la petite plaque amyloïde qu'on a vue, et puis ça se termine en bas avec la neurodégénérescence, la dégénérescence neurofibrillaire, et on a toute une série d'étapes biologiques, biochimiques, dans lesquelles à chaque fois on essaie de voir où est-ce qu'on pourrait appliquer un traitement, découvrir une molécule. Comme ça que ça fonctionne, comme dans toutes les maladies. Aujourd'hui, il y a à peu près 110 molécules dans le monde à l'essai pour tenter de lutter contre la maladie d'Alzheimer. La plupart cherchent à éliminer les plaques amyloïdes qu'on a vues au début. Alors là, les différents ronds, c'est totalement illisible, mais ça vous donne une idée. Ici, au milieu, vous avez les médicaments qui existent et sont vendus aujourd'hui. Ce sont des médicaments à visée symptomatique. Ici, sur cette courbe un peu plus mûre, vous en avez qui sont en essai clinique chez l'homme. On y reviendra dans quelques instants. Ensuite, vous en avez qui sont en test chez l'homme, mais pas chez l'homme malade. Et ici, et la femme, bien sûr. Ici, en test chez l'animal et ici, en test dans les laboratoires. Donc, au total, 110 molécules. Tous négatifs. Jusqu'à aujourd'hui, tous les résultats sont négatifs. Alors, essentiellement pour ce champ qui est ici, pour cela, on n'en sait rien puisqu'ils ne sont pas encore passés chez l'homme. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont négatifs ? Parce que quand on les donne à des malades qui ont eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, qui sont rentrés dans l'essai, ça n'améliore pas leur fonction cognitive quand ils le prennent pendant en général une durée qui va de 6 mois à 2 ans. Alors la question qu'on va se poser, c'est avec toute cette recherche, quand même, avec toutes ces informations que je vous donne, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Alors c'est la question qu'on se pose. Le boulot du chercheur, c'est de se poser des questions. Première question, on n'a pas le bon mécanisme, on n'a pas la bonne cible à attaquer. La deuxième question, c'est lorsqu'on va sélectionner les patients atteints d'une maladie d'Alzheimer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le diagnostic est très difficile à faire. Donc quand on les sélectionne, parfois on se trompe.
Et si on n'a pas un bon diagnostic au départ, et c'est difficile de faire ce diagnostic, on peut avoir des cas qu'on inclut dans ces essais qui ne sont pas des malades d'Alzheimer. Aujourd'hui, 10 à 20% des patients qui sont rentrés dans les essais, y compris dans les études qu'on fait nous en recherche, ne sont pas des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Ils sont atteints d'autres choses, d'autres maladies, d'autres syndromes démentiels. Ce ne sont pas des maladies d'Alzheimer. Donc vous imaginez que quand vous avez 2 personnes sur 10 qui vont quand même recevoir le traitement, ça va ce qu'on appelle diluer l'effet. Donc l'idée, c'est d'avoir des marqueurs, des éléments diagnostiques qui nous permettent d'être bien sûr des personnes qu'on rentre dans les essais. Après, c'est peut-être un biais de sélection des patients. C'est-à-dire qu'on ne va rentrer dans les essais que les gens les plus graves. Plus grave, ça veut dire ceux qui ont le plus d'atteinte de leur cerveau. Et peut-être que si on essaie de stopper la maladie, si on y arrive, l'atteinte cérébrale va être telle qu'ils ne pourront pas récupérer de toute façon. Même chose si on les traite à un stade trop avancé. Est-ce que le stade qu'on utilise en général, qui est un stade qu'on l'on dit d'Alzheimer léger à modéré pour les rentrer dans ces essais, même léger, c'est peut-être encore trop difficile, trop complexe, trop atteint sur le plan neuronal pour espérer une récupération, même si on était incapable de stopper la maladie. Alors comment est-ce qu'on essaie d'identifier les gens ? Alors on a des tests neuropsychologiques, on a des tests biologiques, et on s'est rendu compte que en faisant répéter ces tests pendant des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, aux mêmes personnes, et en regardant au bout de 25 ans si ces personnes avaient fait un Alzheimer ou pas, et qu'on remonte aux informations qu'on avait quand elles sont rentrées dans l'étude 25 ans avant, si on n'avait pas des petits signes déjà qui auraient pu nous faire penser à ça. Là, j'ai juste pris un exemple, quelque chose que vous pouvez faire facilement à la maison, c'est le 7 test d'Isaac. Voilà, c'est son nom. Alors, c'est un test de fluence verbale. Vous savez qu'il y a des gens qui parlent très très vite, ils débitent des mots. Normalement, on est tous capables de le faire, sauf qu'on a, socialement, c'est un peu lassant. L'idée, c'est d'utiliser cette capacité qu'on a tous et de s'en servir comme un outil de mesure de vos performances intellectuelles et performances cognitives. Une petite partie de vos performances cognitives, ce qu'on appelle la fluence verbale. Donc ce qu'on va vous dire avec un chrono, pendant 15 secondes, je vais lancer le chrono, il va falloir que vous me citiez le plus grand nombre de couleurs, le plus grand nombre de noms d'animaux, le plus grand nombre de noms de fruits, le plus grand nombre de noms de villes. En général, vous êtes capable donner à peu près 10, donc le score est à 40. Si vous êtes à 37, c'est bien. Si vous êtes à moins de 30, vous me téléphonez. Donc voilà. Bon, je ne vous conseille pas d'essayer, ça ne sert à rien. Bon, c'est ce qu'on utilise, nous, c'est ce genre de test qu'on utilise. Et on a regardé dans une étude comme ça, avec 15 ans de suivi, étude PACWID qui a été faite dans la région de Bordeaux, où on a suivi 6000 personnes à partir de l'âge de 60 ans jusqu'à ce qu'on puisse plus les suivre. Et on s'est aperçu que, alors qu'on n'avait pas vu de différence au début, ici, quand on les classe aux fonctions du diagnostic qu'elles vont avoir 15 ans après, est-ce qu'elles auront fait un Alzheimer ou pas ? Vous avez ici ceux qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer et ceux qui ne sont pas. Ici, vous avez exactement à 0 le point où, pour la première fois, on a identifié la symptomatologie clinique. C'est-à-dire le premier signe qui a fait que, tiens, on s'est dit, cette personne est atteinte de maladie d'Alzheimer. Et ici, vous avez des gens qui, à ce moment-là, étaient tous considérés comme normaux et sains. Et bien, vous voyez que les courbes commencent déjà à diverger près de 10 ans avant. Donc ça veut dire que le travail de la maladie est à l'œuvre près de 10 ans avant. Et alors là, les gens, on les considérait comme tout à fait normaux. Alors du coup, ça nous a amené à un nouveau modèle et une nouvelle compréhension de la maladie en fonction de la variation de nos fonctions intellectuelles. Vous avez ici la courbe en noir qui est, en fonction de notre âge, notre vieillissement intellectuel. Alors, vieillir, notre cerveau vieillit comme tous nos autres organes, c'est normal. Ça veut dire quoi pour un cerveau quand il vieillit ? Comment est-ce qu'on va le percevoir ? On va être un peu plus lent, on va être un peu moins vif, on va faire un peu moins attention, mais notre repérage dans le temps, notre raisonnement ne seront pas perturbés, on sera plus lent, moins réactif. C'est normal. Si ce déclin de nos fonctions cognitives est plus rapide, à un moment, on va considérer que ce déclin correspond à un stade qu'on va appeler la maladie d'Alzheimer ou la démence. Lorsque votre déclin va couper ce stade, ici, là, on va dire, voilà, vous avez une maladie d'Alzheimer. Et puis, jusqu'à votre décès, vous allez vivre avec cette maladie. Donc voilà un peu l'idée, c'est que, en fait, les gens qui vont avoir une maladie d'Alzheimer, ils vont juste avoir, juste façon de parler, un vieillissement normal, très accéléré.
On considère du coup qu'à partir d'un certain moment, d'un certain seuil, quand les courbes divergent, on va parler de stade préclinique. On va être bien avant la clinique, mais vous savez, quand ces courbes divergent, on va se dire, tiens, là, il se passe peut-être quelque chose. Et puis ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un niveau de trouble mineur des fonctions cognitives, ou trouble léger des fonctions cognitives. Alors, ce n'est pas une maladie d'Alzheimer, c'est le fait de manière répétitive ne pas se souvenir d'un certain nombre de choses, oublier des rendez-vous, plus savoir quelle heure il est. Mais vous n'avez pas de maladie d'Alzheimer. Quand on essaie de vous faire passer les tests pour savoir ça ce n'est pas une maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un trouble moyen. Et ensuite, la maladie d'Alzheimer. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on considère que le début du processus pathologique, il commence 5, 10, 20, 30 ans avant. Que le début des signes cliniques est très éloigné de ce début de la maladie. La question, c'est est-ce qu'on est capable de savoir ce qui se passe entre les deux? Ensuite, on s'est dit, mais alors, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça? Pourquoi est-ce que les signes apparaissent si tard? On pense aujourd'hui que pendant cette période, notre cerveau, qui est un formidable outil, qui a une plasticité, une capacité d'adaptation absolument colossale, il résiste, le pauvre. Il résiste pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, et puis à un moment, il ne peut plus résister. Et quand il ne peut plus résister, il commence à plus fonctionner, et les signes apparaissent. Donc vous voyez ce que ça veut dire par rapport à ce qu'on discutait il y a quelques instants. Si je rentre les patients dans les essais cliniques au moment où j'ai les symptômes, ça veut dire que leur cerveau, s'ils expriment les symptômes, n'est plus capable de résister. Et donc, même si je stoppe la maladie, il ne se passera rien. On n'arrivera pas, puisque le cerveau est totalement épuisé, on n'arrivera pas à le faire récupérer des fonctions intellectuelles. Dans l'état actuel de nos connaissances, bien sûr. On verra plus tard, mais bon. Pour l'instant, non. Du coup, on s'est dit, finalement, puisque le diagnostic clinique est à peu près à ce moment-là, quand on fait l'essai clinique à ce moment-là, il ne nous reste plus beaucoup de marge de manœuvre, finalement. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de diagnostiquer pendant cette période. C'est ce qu'on appelle le diagnostic avant les symptômes ou diagnostic pré-symptomatique. On va me dire, mais comment on fait? On ne peut pas ouvrir le cerveau des gens pour regarder s'ils ont des plaques. Donc on a maintenant de nouveaux outils qui sont des outils pour beaucoup liés à la radiologie. Aujourd'hui, on est capable d'analyser le cerveau du vivant des patients de manière extrêmement précise. C'est essentiellement l'IRM. On a d'autres outils. Alors l'IRM, c'est un champ magnétique. On a d'autres outils qui récupèrent des informations qui sont des champs d'émissions radioactives. Alors pas la radioactivité de la bombache, on est d'accord, mais des petites radioactivités dans lesquelles on baigne nous en général, tous autant qu'on est, qu'on utilise pour marquer certaines molécules. Et aujourd'hui, on a identifié des molécules qui vont se coller dans le cerveau, dans les zones où il y a de l'amyloïde. Et récemment, on en a trouvé qui vont se coller là où il y a des dégénérescences neurofibrillaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vous injecte une petite dose de ces produits, que je leur mets un petit marqueur radioactif, ils vont aller direct se coller dans votre amyloïde. Alors ça ne va pas avoir de problème particulier, ça va pas être, ils ne sont pas toxiques, ils ont été essayés, pas d'effet indésirable, mais ils vont se coller. Et puis comme ils vont avoir un petit émetteur radioactif, on va récupérer le signal et on va pouvoir refaire une cartographie et savoir quelle va être la quantité d'amyloïde que vous avez, mais de votre vivant. Plus besoin de voir votre cerveau. Vous avez ici quelqu'un de 73 ans, avec des fonctions cognitives normales, vous voyez. Il en a un tout petit peu, c'est en jaune l'amyloïde, mais ça ne pose pas de problème. Ici, vous avez quelqu'un qui a un fonctionnement normal, qui est relativement jeune, 53 ans, et lui, il a beaucoup de jaune. Donc il a beaucoup d'amyloïde, pas de maladie, mais on peut se demander s'il ne va pas finir par en faire une. Et là, vous avez un patient atteint de maladie d'Alzheimer qui, lui, a vraiment beaucoup de zones jaunes qui, même à certains endroits, sont rouges, tellement il y a d'accumulation d'amyloïde. Donc vous voyez qu'on a aujourd'hui des moyens techniques qui nous permettent d'aller voir directement dans le cerveau du vivant des patients. C'est absolument pas douloureux, ça dure quelques dizaines de minutes, de savoir s'il y a cette concentration. Quand on a passé des populations comme ça tout venant, on s'est aperçu que 30% des sujets âgés en bonne santé ont déjà des stigmates de maladie d'Alzheimer et cette accumulation de protéines amyloïdes. Ce qui est intéressant de voir maintenant, on est en train de les suivre pour savoir si tous vont faire une maladie d'Alzheimer, ce qui n'est absolument pas garanti. Il y a une célèbre étude qui a été faite dans les années 90 aux États-Unis où un médecin qui s'appelle le Dr David Snowdon a suivi une congrégation de sœurs. On appelle ça l'étude des nonnes, pour la petite histoire. Et cette congrégation de sœurs était une congrégation très active qui intervenait énormément dans la formation des enfants, dans la formation et dans les écoles. Et ces nonnes, il y en avait 600, ont toutes été suivies jusqu'à leur mort. C'est-à-dire que pendant 20 ans,
elles ont fait des tests psychologiques, on a vu l'évolution de leur fonction cognitive. Les chercheurs ont récupéré leur cerveau et sont allés voir s'il y avait des lésions. Il y a un grand nombre de femmes, de ces nonnes, dont une qui est particulièrement célèbre, Sœur Marie, qui est décédée à l'âge de 101 ans, qui avait des fonctions intellectuelles parfaites. On a ouvert son cerveau, il était bourré de plaques amyloïdes. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément une condition sine qua non, première chose. Et que deuxième chose, cette personne avait peut-être trouvé, dans ce que j'évoquais, malgré sa susceptibilité qui traduisait ses plaques, des moyens d'interagir avec son environnement pour résister. Je vous rappelez-vous, le cerveau a des capacités de résistance et d'adaptation extrêmement importantes. Donc il serait important, on va le voir, d'essayer de comprendre comment tout ça marche. Du coup, l'idée, c'est d'évaluer les fonctions cognitives dans les essais cliniques de manière différente. Là, vous avez mon petit schéma d'évolution du vieillissement, la période préclinique, la zone dans laquelle on ne sait pas trop comment fonctionner, le moment où on fait le diagnostic clinique. Et l'idée, ce serait de faire l'essai clinique à ce moment-là. Donc, faisons un diagnostic pendant cette période avec les outils que je vous ai montrés et regardons comment ça se passe. Autre outil qu'on va avoir, c'est la génétique. Tout à l'heure, rappelez-vous, au début, je vous ai dit qu'il y avait deux types de formes de maladie d'Alzheimer. Des formes qui commençaient très tôt, malheureusement, et qui ont ce qu'on appelle une traduction héréditaire dominante. C'est-à-dire vous avez une certaine mutation qu'on peut facilement identifier, vous allez faire la maladie. On peut quasiment le dire à votre naissance. Inversement, vous ne l'avez pas, vous ne la faites pas. Donc là, on a un moyen d'identifier très à l'avance, avant le moindre symptôme, des patients. Donc on s'est dit peut-être qu'il serait intéressant d'essayer de traiter ces gens dans cette phase, puisque là, on sait ceux qui vont tomber malades ou pas. Donc du coup, plusieurs essais ont été mis en place. Ça, je vais vous donner la liste. C'est des essais qu'il faut suivre. Ils devraient avoir leurs résultats en 2020, 2021, 2022. Et ils vont nous dire si finalement l'hypothèse que je viens de vous présenter ici, c'est-à-dire que ces essais ont raté parce qu'on les a fait trop tard, quand on les fait suffisamment tôt, est-ce qu'ils vont avoir un effet sur la variation des fonctions cognitives? Est-ce qu'on va être dans une situation où le cerveau est encore capable de résister, encore capable de s'adapter, et si là on stoppe le processus de la maladie, à ce moment-là, la personne pourra continuer à vivre le plus longtemps possible avec un maximum de fonctions qui lui restent. Première étude, ce qu'on appelle l'étude A4, ils ont introduit des gens qui sont normaux sur le plan cognitif et qui ont l'image d'amyloïde que je vous ai montré tout à l'heure positive. Ils vont intervenir pendant 3 ans, ils vont donner un anticorps qui va éliminer l'amyloïde et ils vont voir si ça améliore ou si stabilise leur fonction cognitive. Deuxième essai, un essai qui va travailler avec une population d'origine colombienne. Il se trouve qu'en Colombie, il y a une famille qui est composée de plus de 5000 personnes en vie, et qui présente une mutation dans un gène qu'on appelle le gène PS1, peu importe, et qui se transmet dans la famille. Des centaines de cas. L'idée, c'est de proposer à ces gens-là, ceux qui sont positifs pour la mutation, de rentrer très tôt dans un traitement. C'est l'étude API. Donc, ils interviennent dans cette population avec, là encore, un anticorps qui va éliminer cette protéine amyloïde et même test cognitif. Critère principal, un test cognitif. Donc, on ne regarde plus les marqueurs, on regarde si vraiment ça joue sur les fonctions intellectuelles. Deuxième test sur un gène, une autre mutation qu'on appelle l'APOE4, je passe là-dessus, mais même principe, ces gens-là ont un risque qui est beaucoup plus élevé de faire une maladie d'Alzheimer. Donc, on va les traiter très tôt. Dernière étude, il existe dans le monde un réseau qui s'intéresse aux maladies rares que j'ai évoquées précédemment, où on a des familles, pas comme la famille colombienne, ça touche quelques familles très rarement, mais quand on regroupe tous les cas de la planète, on arrive à avoir des tailles de population qui nous permettent de réaliser des essais cliniques. Donc ce réseau auquel le Lille participe, c'est le professeur Florence Pasquier qui est en tête de réseau en France pour ce travail, rentre des patients chez qui on fait un diagnostic, chez qui on connaît une mutation, qui sont jeunes et qu'on va pouvoir suivre bien avant qu'ils fassent leurs symptômes. Donc vous voyez, aujourd'hui, on a ces 3 essais qui sont en cours. J'en cite un dernier, qui a un autre essai qui est actuellement en cours. Alors là, c'est intéressant. Les critères d'inclusion étaient aussi des critères d'inclusion génétique. Mais là, c'est un médicament qui est connu pour autre chose, pour lutter contre le diabète. Alors il joue dans beaucoup de choses. C'est un régulateur d'activité génétique. Et il est actuellement en cours. Alors ce serait vraiment intéressant parce qu'il est déjà utilisé dans le diabète. Alors on l'a sorti du diabète parce qu'il entraînait des petits cancers de la vessie, malheureusement. En revanche, si ça marche, on a déjà une solution prête à l'emploi. Mais il faut attendre les résultats. Donc 5 ans, ça nous amène à 2021-2022 pour le résultat de cette étude. Donc vous voyez qu'il y a des essais plutôt porteurs d'espoir aujourd'hui qui sont actuellement en cours et qui vont
nous aider à savoir si l'hypothèse qu'on avait faite était la bonne ou pas. Une fois qu'on voit tout ça, est-ce qu'il est possible de changer la trajectoire que je vous ai montrée il y a quelques instants et qui concerne en fait cette évolution terrible du nombre des cas? Alors ce serait quoi changer la trajectoire? Je reviens toujours à mon petit graphique, le vieillissement normal, le vieillissement de quelqu'un atteint d'Alzheimer qui va fameux couper la courbe du seuil de tolérance et du début des signes diagnostiques, la période où on fait le diagnostic clinique ici. Si on arrivait à redresser un tout petit peu la courbe, à la remonter un peu, vous voyez que là, on a ici une modification de trajectoire des fonctions cognitives. Et puis si je la prolonge ici, vous voyez que c'est après le décès. C'est-à-dire que les personnes couperont la courbe à partir du début des symptômes très tard. Peut-être même qu'elles couperont jamais la courbe, qu'elles garderont les capacités de leur cerveau à résister et que finalement elles mourront d'autre chose parce que malheureusement à ces âges-là, notre espérance de vie se réduit sans avoir présenté de troubles de fonction cognitive. Vous voyez, la distance serait plus importante, on ferait le diagnostic plus tard, après le décès. Toc, juste là. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les épidémiologistes comme moi, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent aux malades, certes, mais dans les populations. Et on a regardé sur la population américaine la trajectoire qu'on aurait entre 2010 et 2050. En 2010, il y a 5 millions de cas aux États-Unis. En 2050, on en attend 13,5 millions. Si on repousse de 5 ans l'âge de début des symptômes, le moment où on fait le diagnostic, on s'aperçoit à ce moment-là que on va pouvoir réduire à 7,7 le nombre des malades. On passe de 13 à 7,7. Rien qu'en repoussant l'âge de début de 5 ans. On le diminue de moitié. C'est absolument gigantesque, hein. On est à une vitesse de croissance qui est relativement faible. On passe de 5 à 7, au lieu de passer de 5 à 13. Donc on augmente de 20% et là on multiplie par 3. Du coup, on s'est dit, ce serait bien si ça pouvait être comme ça. Est-ce qu'on a des évidences? Est-ce qu'on a des outils qui nous permettent de faire ça? Et puis, en 2012, les Hollandais sortent une étude assez étonnante dans une petite ville qui est Rotterdam. Quand on fait une étude épidémiologique, on prend des gens, on leur dit « Est-ce que vous voulez participer ?» Ils disent « Oui ». La première chose qu'on fait, on regarde s'ils ne sont pas malades. Les malades, on les sort. Et puis on suit les gens normaux, puis on regarde 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce qui va se passer. Et dans ces populations, on a des gens, par exemple, qui vont être jeunes. On va avoir des gens de 40, 50 ans, on va avoir des gens de 60 ans, on va avoir des gens de 70 ans, on va avoir des cohortes d'âge. Et ce que ces chercheurs ont fait, ils ont regardé dans chacune des cohortes, ceux qui avaient 40 ans quand ils ont commencé l'étude, ceux qui avaient 60, ceux qui avaient 70 ans, ceux qui avaient 80 ans, quel était le risque pour chacun, dans le nombre de cas, au bout de 10-20 ans, de gens qui développaient une maladie d'Alzheimer. Et ils se sont aperçus que ceux qui étaient dans une cohorte dans lesquelles ils avaient commencé l'étude avant 55 ans ou après 55 ans, ils sont aperçus que ceux qui avaient commencé avant 55 ans avaient un risque, après 55 ans, avaient un risque plus élevé que ceux qui avaient commencé avant 55 ans. C'est-à-dire que les plus jeunes semblaient avoir un risque plus faible. Donc ça veut dire qu'on avait l'impression qu'il y avait une baisse, et ça pour toutes les classes d'âge. Vous avez ici en bleu, en 1990, en 2000, 10 ans après, une diminution de ce qu'on appelle l'incidence, du nombre des nouveaux cas. Une diminution relativement importante, puisque c'était quasiment 25% de baisse. Alors là, tout le monde a regardé ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'étonnement, en se disant où est l'erreur. Tout le monde a cherché l'erreur. Donc on s'est tous réunis sur nos bases de données, on a regardé ce qu'on trouvait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Danois ont aussi des études en population, et ils ont regardé non pas le fait de développer une maladie d'Alzheimer, mais de savoir ce qu'on recherche, c'est-à-dire est-ce qu'on maintient plus longtemps ces fonctions cognitives. Et ils se sont aperçus que les gens qui étaient nés en 1905 par rapport à ceux de 1915, ceux de 1915 avaient de meilleurs scores cognitifs, toutes choses étant égales par ailleurs, que ceux de 1905. Donc non seulement il semble y avoir une diminution du risque, mais en plus, il y a un réel maintien de la fonction cognitive. On pourrait juste imaginer qu'il y a une diminution du risque parce que les gens, ils meurent plus de ça, ils meurent d'autres choses. Non, là, il y a un réel maintien de la fonction intellectuelle. Amélioration de 10% sur une cohorte de 10 ans. Ceux qui sont nés en 1905 par rapport à ceux qui sont nés en 1915 performent à terme au même âge, c'est-à-dire aux alentours de 90 ans, mieux que les autres. Donc il se passe quelque chose. Les Anglais maintenant, alors les Anglais ont 2 études, ils ont des études de naissance. Ils se disent voilà, on va étudier et suivre cette cohorte d'âge. On prend les bébés et puis on les suit. Donc ils ont comparé 2 cohortes de naissance, une de 90-93 et une de 2008-2011. Ils ont gardé
à ces deux périodes, ces deux cohortes de naissance, ceux qui avaient plus de 65 ans. Et qu'est-ce qu'ils voient? Que pour chacune des classes d'âge, vous voyez, 1990 en bleu, 2008 là, il y a une diminution du risque. Il passe de 8,3 à 6,5. En France, on a la même chose, surtout chez les femmes, moins chez les hommes. Dernière étude qui a convaincu tout le monde, c'est une étude qui existe aux États-Unis depuis 1947. En 1947, le gouvernement américain décide de faire une grande étude sur la santé. C'est un budget absolument gigantesque qui est voté chaque année au Sénat, qui s'appelle l'étude d'un petit village qui s'appelle Framingham, près de Boston, et les gens sont suivis depuis 1947. C'est à partir de cette étude qu'on a trouvé que le cholestérol était un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, que l'hypertension, etc. etc. Et ben, ils ont continué, ils continuent toujours à surveiller les gens. Ils ont même 3 générations de petits-enfants de Framingham, et ils ont regardé quel était le risque dans toutes ces générations de maladie d'Alzheimer. Et ça donne ça. Le risque, en 1980, il était de 3,6%. En 1990, de 2,8%. En 2000, de 2,2%. En 2010 de 2. Donc il y a là aussi une diminution sur la plus longue étude jamais réalisée. Donc il se passe quelque chose. Alors vous allez me dire, ouais super, il va y avoir moins de cas, le problème est résolu. Non. C'est un problème, le nombre de cas, c'est un problème de baignoire. D'accord ? La baignoire, le niveau d'eau dans la baignoire, c'est le nombre de cas. Il est alimenté par le robinet qui coule et par la bombe qui élimine l'eau. Aujourd'hui, le robinet se ferme un peu. Seul problème, c'est que le système d'évacuation aussi. C'est quoi? C'est l'espérance de vie qui augmente de manière importante. Aujourd'hui, l'espérance de vie augmente beaucoup plus vite que ne baisse l'incidence. Donc, total, le nombre de cas va quand même continuer à augmenter. Mais nous, sur le plan hypothèse, c'est vraiment intéressant. Il se passe quelque chose, il faut qu'on comprenne pourquoi. Et si on comprend pourquoi, on pourra peut-être l'accélérer. Donc, on pourra, avant de trouver des médicaments, avoir une solution qui nous permette au moins de repousser l'âge de début des premiers symptômes. Donc, entre guillemets, même sans les guillemets, de prévenir la maladie d'Alzheimer. Alors, du coup, on a regardé quels étaient les facteurs de risque. Alors là, j'en ai mis quelques-uns, il y en a des listes entières. Les traumatismes crâniens répétés, les facteurs de risque vasculaire, la dépression et tout ce qui relève de la réserve cognitive. On va aller rapidement les uns après les autres. Traumatisme crânien répété, on s'est rendu compte que les boxeurs, les joueurs de football américains, les vétérans qui avaient fait la guerre d'Irak, qui se faisaient taper sur la tête tout le temps dans les guérillas, avaient 2 à 3 fois plus de risque de faire une maladie d'Alzheimer et une maladie de Parkinson, entre parenthèses, que les autres. Mohamed Ali, Parkinson... tout un tas de boxeurs célèbres ont fait ce genre de maladie neurodégénérative. Donc il y a un lien entre les coups répétés sur la tête, pas forcément violents, mais répétés, et le développement d'une maladie d'Alzheimer. Problème, heureusement tout le monde ne fait pas de la boxe, et puis on ne va pas mettre des casques à tout le monde, mais quand même, il faut se poser la question. Je vais me focaliser sur ce qu'on appelle la réserve cognitive. Alors c'est un concept qui est apparu avec la meilleure compréhension dont fonctionne notre cerveau. Vous savez que notre cerveau, il a une particularité, il a des cellules, mais contrairement aux cellules de notre peau, elles ne se divisent plus. Il faut donc qu'on ait une réserve de neurones tout au long de notre vie qui nous permette de fonctionner le plus longtemps possible, puisqu'ils vont quand même avoir tendance à mourir. La réserve que l'on a, une fois qu'on a fini sa croissance, on va dire aux alentours de 18 ans, elle s'élève à peu près à 100 milliards de neurones. Avec ces 100 milliards de neurones, on va continuer à fonctionner toute notre vie. Donc il faut s'en occuper et conserver cette réserve cognitive. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne se divisent pas qu'ils ne vont pas avoir des capacités d'évolution. Si vous prenez par exemple un musicien, un violoniste va associer l'audition à la main. Et quand vous comparez le cerveau d'un violoniste à un cerveau de quelqu'un qui n'est pas violoniste, il va avoir une surface qui contrôle ses doigts, un nombre de neurones qui va être beaucoup plus grand que celui qui n'est pas violoniste. Donc, il y a une adaptation de notre cerveau qui se fait essentiellement par des connexions qui vont apparaître entre les neurones. Chaque neurone est capable d'avoir près de 10 000 connexions différentes avec des neurones différents. Donc si vous multipliez le nombre de connexions possibles avec le nombre de neurones, vous arrivez à ce chiffre. D'accord ? Pour simplifier, ça vous fait 10 millions de milliards de connexions. Avec ça, on peut faire de la combinatoire et on peut faire évoluer. Et ces connexions vont s'établir tout au long de notre vie. Et c'est ça qu'on va appeler, au sein de la réserve cognitive, la plasticité cérébrale. Notre cerveau va évoluer. Donc l'idée, c'est ça. La réserve cognitive, elle est basse. Vous n'avez pas beaucoup de neurones, vous n'avez pas beaucoup de connexions. Ça, c'est le moment où vous faites un Alzheimer. Vous allez couper la courbe ici, vous allez être malade là. Si vous avez une réserve cognitive élevée, vous êtes bien occupé de vos neurones, vous avez beaucoup de connexions, vous allez, certes, développer votre Alzheimer quand même, sauf que vous le développerez plus tard, vous couperez la courbe un peu plus tard, votre réserve est meilleure, et donc vous aurez ici, on peut espérer, 5 ans de plus. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'une réserve cognitive basse à une réserve cognitive élevée. On commence à avoir des évidences là-dessus.
La première, c'est étonnant, c'est l'activité physique. Les gens qui ont une activité physique régulière, je dis bien activité physique, hein, vous n'êtes pas obligé de faire un sport de haut niveau, ces gens-là ont toujours une meilleure réserve cognitive et s'ils font un Alzheimer, ils vont le faire plus tard que les autres. Ils sont vraiment des symptômes plus tardifs. Le tabac. Alors là, il y a une vieille légende urbaine qui dit que les gens qui fument font moins d'Alzheimer. C'est faux, archi faux. Le tabac est un facteur de risque majeur de maladie d'Alzheimer, alors arrêtez de fumer. Les relations sociales. La relation sociale est un élément important qui stimule les connexions, qui stimule votre activité, qui fait travailler votre cerveau. On s'est rendu compte aussi que l'alimentation était un élément important. Alors pas forcément le médicament, cerveau, là, tout ça c'est du pipeau, mais manger équilibré, s'hydrater et bien dormir. Exemple, vous savez que on peut ronfler quand on dort. C'est pas agréable. Ça touche, allez, rassurez-vous, 80% de la population. Sauf qu'il y en a quand ils ronflent, ils ne le savent pas, ou peut-être des fois leur conjoint entend, mais ils se mettent à faire des pauses. Ça ronfle, puis d'un temps vous n'entendez plus rien, et puis 10 à 15 secondes après, boum, ça repart de plus belle. Peut-être vous avez entendu ça. Bon. Quand il y a ça, il faut aller voir votre médecin pour savoir si vous ne faites pas des pauses respiratoires qu'on appelle des apnées du sommeil. Pourquoi ? Parce qu'on a des moyens de le traiter, et on s'est rendu compte que les gens qui font beaucoup d'apnées du sommeil vont développer un risque de maladie d'Alzheimer plus important. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les gens qui font des apnées du sommeil et qui sont pris en charge, dans les petits appareils, on vous met un petit masque qui vous envoie de l'air pour éviter que vous soyez en apnée, et bien cela corrige leur risque et reviennent à un risque normal, malheureusement, de faire une maladie d'Alzheimer. Donc là, il y a des choses vraiment intéressantes. Faire de la musique, c'est très utile pour votre cerveau. En gros, faites travailler votre cerveau. Par exemple, vous pouvez vous décider à apprendre une nouvelle langue. Même si vous n'en avez pas l'usage, ce sera bon pour votre cerveau. Puis il y a un truc qui n'est pas bon du tout pour le cerveau, c'est la télévision. D'accord ? La télévision, ça ne fait pas du tout réfléchir votre cerveau. J'ai pas dit les ordinateurs, les tablettes, les téléphones portables, ça c'est bien, hein, ça stimule bien le cerveau. La télévision, la classique, essayez d'éteindre la télé souvent. Dernier point. Ça, c'est le niveau des performances cognitives dans différents pays en fonction des gens, hommes et femmes de 60 à 64 ans, qui n'ont plus d'emploi rémunéré. Ça s'appelle la retraite. Donc, ici, le score moyen, plus c'est haut, mieux c'est, plus c'est bas, moins. Et ça, le pourcentage, plus il y a de gens qui sont rémunérés, plus il y a de gens qui ne sont pas rémunérés, plus il y a de gens qui sont rémunérés. Donc, les pays, la corrélation, elle est nette. Vous voyez que plus vous avez de gens rémunérés, meilleures sont la stimulation cognitive et les fonctions cognitives. Tout en haut, vous avez les États-Unis, la Suède. Tout en bas, vous avez l'Espagne, l'Italie et la France. Ah. Deuxième étude, les performances cognitives en faisant le rapport des gens qui travaillent à 55 ans et de ceux qui travaillent à 64 ans. D'accord ? Donc en gros, le taux de pourcentage de départ à la retraite aux alentours de 60 ans, taux d'emploi. En différence relative, vous avez ici la performance, ici le pourcentage de gens qui sont sans emploi après 60 ans. Vous voyez que tous les pays sont en ligne ici, et la France, là, elle est tout en bas. On a un des pays avec le départ en retraite le plus précoce. Dernier point, il y a des gens qui ont regardé chez les salariés, chez les assurés du RSI, du régime social des indépendants, ce fameux régime social qui va disparaître là, au 1er janvier. 400 000 personnes, ils ont regardé les âges de départ à la retraite et ils ont corrélé ça, parce qu'ils ont pu les suivre avec les données de l'assurance maladie, avec le fait de faire une maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez qu'il y a 2 pics de départ en retraite, il y en a un à 60 ici, qui est massif, et un à 65 ans. Puis ensuite, les éléments qui décroissent, et bien ils se sont rendus compte que pour chaque année où vous travaillez en plus, vous diminuez votre risque de 3,2%. Inversement, pour chaque année où vous partez plus tôt, vous augmentez votre risque de 3,2%. C'est-à-dire que quand vous partez à, mettons, 55 ans au lieu de 65 ans, votre risque augmente de près de 30%. Mais bon, c'est pas étonnant, quoi. Maintenant, on va terminer par 3 spécialistes du vieillissement. Jeanne, ça vous connaissez Jeanne Calment, et les autres, vous les connaissez, non ? Shigeyo et Sarah. C'est le trio de tête des gens qui ont vécu le plus longtemps. Jeanne Calment, 122 ans, championne toute catégorie. Alors c'est secret, un verre de Porto par jour, 1 kilo de chocolat par semaine. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. L'onction régulière à l'huile d'olive sur le corps. Bon, l'huile d'olive, c'est bien quand vous la mangez. C'est très bon pour les acides gras monosaturés. Et puis surtout, un optimiste à toute épreuve. Elle avait l'habitude de dire « J'ai attendu 110 ans pour être célèbre. J'entends bien en profiter le plus longtemps possible. » On a quand même profité 12 ans. C'est quand même pas mal. Alors, Shigeshiyo Itsumi, c'est le seul homme du hit parade. Il y en a 10 comme ça, mais dans les hit parades, c'est un homme 120 ans, le seul au monde, seul homme. Alors lui, il a une particularité, il s'est levé toute sa vie à 6 heures du matin. Il a mangé son petit déjeuner, soupe de gruau, haricots, courte promenade. Il a pris sa retraite à l'âge de 105 ans. 98 ans de travail salarié, et il était salarié agricole.
Et selon lui, le secret, c'est une tasse de sochu quotidienne, un régime simple. Il ne se pose pas de questions et il s'en remettait toujours à Dieu, au soleil et à Bouddha. Encore un optimiste. Puis enfin la dernière, Sarah Knoss, une américaine, 119 ans, la doyenne aux États-Unis, élégante, raffinée, c'est une fan de golf, vous voyez, hein, tous les milieux sociaux sont présents. Son truc à elle, c'est les tortillas au chocolat au lait, les noix de cajou et les chips. Bon, je sais pas. Et selon elle, pour vivre aussi longtemps, il faut être occupé, travailler dur et ne jamais se soucier de son âge. Donc, la leçon de tout ça, c'est votre cerveau ne s'usera que si vous ne vous en servez pas. Je vous remercie de votre attention.